forcément, à tout moment, une logique de respect d'une certaine déontologie. Donc oui, par définition, ça va se toucher ou se croiser. Ouais. Tu peux pas, je sais pas, tu parles de ma pratique professionnelle, c'est de cacher les plaintes. Tu vois que oui, c'est une pratique professionnelle importante pour nous. En même temps, tu es dans la déontologie, qui veut que l'aspect du travail, et même sur le torture, tu dis rien. Donc quelque part, oui, on va être vraiment dans la croisée des choses. Mais moi, je ne veux pas confondre en tant que tel ce que seraient les gestes professionnels avec l'aspect déontologique qui est derrière. Parce que la déontologie, c'est pas seulement ce que tu fais ou le geste, c'est aussi des valeurs qui sont derrière et que tu tiens pour devoir être respecté. Voilà. C'est ces valeurs qui sont pour avoir une certaine morale, entre guillemets, qui sont derrière de l'acte déontologique. Voilà, qu'est-ce que je défends derrière ça? Je défends le salarié parce qu'il est plaignant et que si son employeur sait que, il va avoir le mort. Ce sont deux choses qui fonctionnent vraiment ensemble pour moi. Et j'ai regretté que dans la deuxième formule, mais il n'avait des déontologies que la formulation, parce que la volonté du ministère à l'époque et le contenu finalement de ça, je parle du code de déontologie cette fois-ci, le deuxième temps un peu de déontologie, il n'y avait plus grand-chose de déontologie dans ce qui était fait en fait. Puis en fait, on nous disait que la déontologie c'était de respecter les réunions de service, de respecter son chef. C'était pas ça la déontologie, ça avait de la morale derrière. Et ça, c'était pas du tout. Parce que quand on regarde, parce que c'est ça va être 2017, je crois, le décret de mémoire, 2016, c'était un code de déontologie, c'est un fourre-tout qui a été mis là pour voilà, avoir un peu la main, disciplinaire sur les gens, voilà, pour les embêter un peu, ou les guider, peut-être mieux, mais ça n'avait rien de ça. Hein. Déontologique, c'était simplement ça. L'inspecteur du travail, il doit aller aux réunions de service, il doit respecter les rendus compte. Quand on parle de déontologie, on parle d'autre chose. On parle qu'est-ce qu'il y a derrière le respect d'une réunion de service, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait qu'on ne fasse pas ceci, ou qu'on décide de ne pas relever un procès verbal devant telle situation. Voilà. Quelle est la valeur qui est derrière? Et qu'est-ce qu'ils défendent derrière ça? Qu'est-ce qu'ils défendent? Et quand tu pouvais dire que, par exemple, la valeur qui était derrière, c'était pas celle de faire tel ou tel acte, mais c'était celle par exemple, de la défense de l'indépendance d'action de l'inspecteur, c'était défendre le fait qu'on puisse faire des contrôles et que tout le monde soit contrôlé. C'est ça la valeur qui est derrière. C'était pas simplement l'acte des inspecteurs qui disait ça je fais pas. C'était quelque chose qui était destiné à dire il doit pouvoir faire suffisamment, d'avoir une marge suffisamment importante pour que on ait la garantie qu'il va pouvoir décider de contrôler qui lui semble utile, hein, qui lui semble opportun d'être contrôlé. Et c'est ça la valeur qui a été fondée derrière. C'est une valeur républicaine, d'une certaine façon. Voilà, hein. Il y a un service public et puis l'individu qui gère ça a la responsabilité, hein, de gérer ce qu'il a à gérer par rapport à ça. Quand on se disait de la même façon, oui, on n'est pas tenu à une ligne hiérarchique avec des préfets, par exemple, qui sont pourtant les chefs d'une administration d'un département. C'est aussi ça qui est derrière. C'est qu'on ne puisse pas nous suspecter d'être dans des conditions, si tu veux, telles que on ne fasse pas des contrôles parce qu'on a des instructions, des ordres, des choses comme ça. Et c'est ça, les valeurs qui sont derrière. C'est pas simplement l'acte de je fais. C'est qu'est-ce qu'on défend derrière ça. Sur ces aspects-là, je me souviens que c'était des choses très utiles. J'aurais pas eu ce statut et ces garanties en tant que tel. Il y a des choses que je n'aurais jamais faites. Je me souviens par exemple d'un conflit très dur. Je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais pour moi, c'était resté une des choses mémorisables à cette histoire-là, de ton comportement, de ton éthique et de ce que ça doit donner aux autres. C'est un conflit très dur et on arrive en fin de discussion au bout de 6 semaines de conflit, même plus de sens. Et une fois que tout est à peu près réglé, on est en préfecture avec le préfet, ma pomme, les syndicats, l'employeur, son DRH, son conseiller juridique. Et comme tout est réglé, si je puis dire techniquement, arrive la question de la sanction qui ne doit être absolument pas prise de quelque nature qu'elle soit à l'encontre des gens qui ont fait grève. Tu connais certainement la formule habituelle, hein. Aucune sanction, ni immédiate ni différée, ne sera prise à l'encontre de quiconque pour n'importe quel acte de quelque nature qu'il soit, à l'occasion de la grève. Voilà. Et alors là-dessus, l'employeur
c'était un groupe méchant, hein, ils étaient méchants. Et il disait non, non, moi, hors de question, ça a duré 6 semaines, et il est mieux crevé, c'est vrai. moi, non, moi, il faut une sanction, moi, les syndicats. Comment on serait sanctionné à cause d'une grève? Pas possible. Discussion, suspension de séance, couloir. Je discute avec le représentant de l'employeur et je lui dis mais bon, vous voulez sanctionner, enfin votre patron, hein, vos employeurs veulent sanctionner. Le licenciement, c'est quand même. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une sanction différente? Bon, un avertissement à tout le monde. Alors, bon, le conseiller juridique passe chez l'employeur, moi je passe sur le syndicat, puis ce qui revient, c'est l'employeur. Non, 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 moi je veux faut des exemples. Là, c'est la CGT en particulier qui était le syndicat meneur. Nous, il y a hors de question, quelle que soit la nature, on veut pas, machin truc. Ouf. Et on s'en retrouve au bout quasiment une journée de discussion juste sur ce point-là, parce qu'on n'arrivait pas à boucler. Avec le conseiller juridique de l'entreprise, dans un coin de couloir tout seul, tous les deux. Et, écoute, le crépuscule pointé, en préfecture à Créteil, donc on voyait le ciel, il était 19h20. Et là, il commence à me dire, il dit, mais monsieur l'inspecteur, mais je crois savoir que l'inspection du travail autoriserait rarement les licenciements dans le cadre des grèves. Moi, je dis, bah, je ne vous cache pas que ça va être très difficile. Il me dit, bah, j'ai remarqué que parmi les 24 personnes que l'employeur souhaite licencier, les 24 personnes considérées comme fautives, les actes du siège, avec des 24 personnes fautives, il y en a 22 qui ont des mandats. Donc ça veut dire que si j'oublie, on peut oublier 2, sur les 24, c'est pas très grave. Mais les 22 autres, c'est vous qui auriez à prendre la décision. Alors, on s'est compris quasiment du coin de l'œil. Et on est revenu à la table générale, donc le préfet, je suis géré, et donc le préfet est arrivé, et il a dit, voilà, on n'arrive pas, c'est vraiment bête, parce que tout est réglé, il n'y a que ça, etc. Alors écoutez, voilà ce qu'on va faire. Vous souhaitez sanctionner, vous ne voulez pas de sanction. Comme ce sont des gens dits protégés, c'est une décision qu'il faut, une décision d'inspecteur du travail qui est là. C'est comme un magistrat, donc moi j'ai pas le droit de regarder, il fera ce qu'il aura à faire, et c'est lui qui prendra la décision. C'est les critères. Le patron. Hop, vendu. Donc je me suis retrouvé avec 22 demandes d'autorisation de licenciement, de confiance d'entraînement. Mais tu vois que je l'ai fait, on a pu le faire, parce que le préfet a pu dire, c'est comme un magistrat, il est indépendant, et c'est lui qui prend la décision, moi j'ai rien à faire. Oui, tu es tombé sur un préfet qui savait. Bon, le préfet du Val-de-Marne, en général, était bien dressé, parce que c'est un département comme. Hein. Mais oui, il a eu les bons mots, enfin politiquement pour lui c'était aussi ça. Il a eu le bon mot pour que, autour de la table, les gens se disent, bon, c'est lui, ok, tout le monde est content, il y aura sanction, les autres ils savaient très bien que la décision serait celle-là, tu vois. Et puis bon, à moins de me dépatouiller avec ça, on a toute liberté. Voilà, c'est comme un magistrat qui disait. Et j'ai pris mes 22 décisions implicites. Voilà. Et ça m'a sorti de ce gros pépin de blocage parce que on a pu dire aux gens dans la masse, voilà, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui dépend de personne, qui va prendre une décision juste. Si j'avais pas eu ce critère-là, ce jour-là, je ne faisais pas l'affaire. Ou tout qu'il fallait. Il fallait se tendre des perches avec les uns les autres. T'es un peu intelligent de t'entendre. Bon. Mais j'aurais pas fait cette affaire-là si les gens avaient pensé, l'inspecteur, c'est un employé du préfet, de toute façon, il est d'accord avec le patron. Voilà. Non, non, tu vois, ça m'est resté, parce que c'était un moment, enfin, où je sentais que c'était même pas moi, mais c'était le statut de l'inspecteur du travail. Voilà. Il était crédible sur quelque chose, et il permettait de sortir d'une ornière, tu vois. C'est-à-dire hyper élégant à cause de ça. Parce que c'était un mec qui était neutre, il est indépendant, c'est comme un magistrat. Il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas si l'employeur s'était beaucoup d'illusions sur le sort qu'allait lui réserver, parce que son conseiller juridique savait que... Oui, le conseiller juridique, il t'a quand même... Il lui avait dit, voilà... Il t'a quand même épaulé. Oh, oui, bien sûr. Dans ces cas-là, tu sais, c'est des perches constants, au bout du temps, au machin, pour que lui, il est valide ou pas, pour l'entreprise. Hein. Donc il a dû leur dire, bon, il y a peu de chances que l'inspecteur ait trouvé l'autorisation, mais vous aurez sanctionné. Là, vous allez faire une demande d'autorisation de licenciement, hein, machin a cassé ceci, votre avis a crevé les pneus de la voiture, du DRH. Ah oui, ça c'est dégueulasse. Toucher à la voiture. Ah, les pneus, les pneus, pas possible. Pas possible. Le pare-brise, les pneus, possible, ça, on peut tout faire, mais ça... Ah non, ça non. Ça c'est... touche pas. Ah, ouais. Oui. Voilà. Et ça, c'était, je dis, c'est des aspects un peu du statut du corps,
et sa déontologie derrière, et les valeurs qui sont défendues derrière. Alors les gens, tu leur dis des fois, ouais, le spectateur il est indépendant, ouais, c'est luxe, c'est machin, c'est le mec qui fait n'importe quoi. Non, c'est un outil de travail pour moi. Cet exemple-là, justement, pour moi, c'est un petit travail, c'est indépendant. C'est pas, c'est qu'on me croit, c'est pas le luxe que je me paye, ou je fais ce que je veux, ou mon ministre, pas. Non, c'est un outil de travail. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le respecte. Il y a des cas où je ne peux pas travailler si je ne suis pas pensé comme indépendant. C'est ma caisse à outils. Avec 3 astuces. Celui-là m'est resté au conflit. Mais 6 semaines, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Oui. Puis bon, c'était crevé parce que les gens avaient commencé ça intelligemment. C'est une entreprise de vente au public de grande distribution. Donc, les mecs avaient mis le couvert début décembre en se disant il y a Noël qui approche, il y a la grosse vente qui approche. Si on bloque ça, ils vont vite craquer, quoi. Les autres ils sont tenus. Donc Noël est passé, ils ont fait une année incroyable, enfin un chiffre d'affaires de merde, tu vois, pour un Noël, quoi. Et donc après, quand c'est arrivé début janvier, au bout de 6 semaines, enfin, bon, maintenant les mecs, de toute façon. Mais c'était pas mal, c'est sympa. C'était un franchisé? Non, c'était le groupe Monoprix, pour ne pas te... C'était la grosse entreprise logistique des Monoprix. Et 900 salariés, des gens que j'ai bien soignés. Mais c'était une confiterie. Enfin, on est en 91, hein, c'est pas de l'époque récente, c'était compliqué. Puis moi j'avais une zone qui était compliquée, qui était dure. Hein. J'avais Rungis, tu sais, les entrepôts autour. C'était les zones où les conflits se posaient quand même en des termes, tu vois, un peu pugnaces. C'est jamais simple, un conflit, c'est par définition, on n'est pas d'accord. Mais il y a des conflits qui sont plus élégants que d'autres. Certains. Et les employeurs déboussolés. Déboussolés. Je te raconte un autre qui était presque un peu rigolo. À Rungis, toujours. Le conflit a duré 3 semaines. Très dur, là aussi. C'est une histoire de crevettes, un gros site en crevettes. Et c'est fini, on a signé quelque chose. Et on est... donc l'entrepôt est occupé pendant les 3 semaines. Donc, et on arrive en bout de conflit. Donc on a une table, là, le soir, c'était fini. Le directeur de cabinet du préfet, l'employeur et moi. Et donc on fait un peu l'épilogue du truc. Et donc l'employeur se laisse un peu aller. Et donc il nous raconte, il dit, vous vous rendez compte, monsieur le préfet, par la haute qui est à côté de nous, vous vous rendez compte comment mon entreprise était occupée? Un matin, il y a eu un semi-remorque qui est arrivé sur le terre-plein de parking qu'il y a devant son entrepôt. Le semi-remorque a fait un peu un demi-tour. De la porte derrière s'est ouverte. Il y a eu 150 personnes qui sont rentrées dans l'entrepôt pour l'occuper, avec le maire de chez Villarue en tête. Il tout C'était pas comme ça. Ils avaient ouvert la porte arrière du semi-remorque, et tous avaient déboulé, parce qu'il y avait un qui était entendu à la porte, il n'y a plus pas eu le temps de la refermer, tu vois. Ah oui, le droit de propriété. Ah, là, tu parlais des pneus, mais tu vois qu'il était... tu sentais que... il avait gros à la patate, hein, il se lâchait parce que c'était la fin, que bon, on était tranquille là, tous les trois. Ouais, cet instinct de propriété, c'est terrible. Enfin, cet instinct, c'est ce qui tient tout le code du travail d'ailleurs. Il n'y a pas le droit de propriété. Oui, ça va avec. Et c'est vrai que juridiquement, on ne peut pas toucher à la propriété. Après, les omelettes sont cassées des œufs, et puis on sait toujours par définition, tu veux que le conflit, justement, parce que leur droit. Si on était dans un truc juridiquement faisable, on aurait la solution, on dirait voilà, c'est comme ça que ça tranche. On est en droit. Donc tous les coups sont permis, entre guillemets, c'est pas vrai, mais tout est permis parce que par définition, on n'a pas une règle qui dit les limites, c'est des délits. L'atteinte à la liberté du travail. La fameuse liberté du travail. Voilà, la liberté du travail. Oui. Et une liberté patronale d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Ça, il y avait des trucs où pareil, j'ai vu des trucs, c'était très marrant.
J'en avais sur un conflit, j'avais l'entreprise, c'est un très gros entrepôt là aussi. Et ils étaient en impasse. C'est une impasse, tu sais, pour arriver à chez eux. Et au bout de, je sais plus, 8-9 jours, 10 jours ouais, d'occupation, l'employeur arrive avec son ordonnance de référé, avant le préfet. Je commande à tout le commandant de la force publique de faire évacuer la voiture. Et puis alors, j'étais avec le directeur de cabinet là aussi du préfet. Il dit bon, je ne peux plus tenir très longtemps, parce que maintenant j'ai l'ordonnance, tout machin. Et je lui dis mais vous savez que l'entrepôt est dans une impasse. Donc si les types quittent l'entreprise, mais qu'ils se mettent dans la grille, sur la rue, c'est le même résultat. Pas de problème. Ils ont prévenu, je peux le dire maintenant, mais bon, ils ont prévenu les syndicalistes qui encadraient un peu le mouvement. Ils leur dit voilà, demain à telle heure, la police va venir pour évacuer, d'accord? Bon, alors après, la rue devant vous, bah, la rue c'est la rue. Hein. Donc, ils sont un peu sérieux avec des petits coussins, les CRS, bonjour, vous pouvez bien sortir. Et les autres ont mis 2 vieux camions, 3 camionnettes devant le truc. Et voilà, dans la rue. Et ils ont continué leur occupation comme ça. Il faut être très inventif ces cas-là. Très très inventif. Je revendique d'avoir mon usine au fond d'une impasse. Oui, j'ai vu des mecs, enfin, pas casser eux-mêmes, mais ordonner de casser leur entreprise pour pouvoir récupérer la marchandise, tu vois. Et les mecs qui occupaient ça, une fois qu'ils ont vu qu'on avait cassé le mur, qu'on passait par derrière, tu vois, dire c'est bon, on a fini, on s'en va, ailleurs. L'inventivité humaine, c'est quelque chose. C'est des moments de tension souvent, mais moi j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur les mouvements collectifs, hein, et sur ces choses, humainement parlant. Et là aussi, tu as tous les jours des problématiques, dans chaque jour de conflit, de discussion, de problématiques déontologie, de la valeur qu'il y a derrière les choses. Il y a des moments, dans un conflit, comme on est en train de parler, tu ne peux pas être le gendarme et le conciliateur en même temps. Et à un moment, il faut que tu choisisses. Donc si tu choisis de ne pas être le gendarme, tu vas entendre des choses. Tu t'attaches tes cheveux, mais voilà. Donc tu as aussi un aspect moral à la chose, savoir gérer. Tu es gendarme, tu ne peux pas non plus dire que, et en même temps, tu ne peux pas non plus leur dire je vous flanque le PV tout de suite parce que machin. Ou alors j'ai fait une fois de leur dire je flanque le PV parce que je me grillais, je savais qu'un collègue allait prendre la suite. Tu n'es plus concilié, il faut que tu flanques le PV, tu vois. J'avais des intérimaires qui m'ont remplacé des CDI, quoi. Dans ces cas-là, moi je ne discute pas. Voilà. Et donc, c'est dit, moralement, ça pose un problème de laisser un truc pareil. Tu vois. C'est un collègue après qui est venu lui dire comment on peut discuter, machin, truc. Mais le délit, c'est le délit. Et ça se fait pas, ce genre de choses. Je te montre. Est-ce que tu la cognes? Tu la veux? Non, c'est à l'autre côté. Est-ce que tu la cognes sur le... Ah, je cogne, la pauvre. Et super choc, hein. Oui. C'est que je l'avais là-bas à Rungis, hein. C'est celle que tu as eue à 50 ans. Celle-là, c'est ma Rolex, oui. Elle attend 50 ans. Et j'avais 49, je ne dis pas de bêtises. J'avais 49 ans quand j'ai acheté. Ah. Un jour de grève. Je profitais quand je passais à Paris pour défiler, tu sais, d'aller faire un saut dans les magasins. Un jour où je défilais, ça va être pour les grèves, les retraites de 2010. Et j'avais 49 ans. Donc tu vas Rolex à bras, si tu veux. Tu avais raison de dire ça. Tu as réussi depuis. Ah bah, franchement, enfin, tu avais réussi. Hein. Alors là, je te dis pas. 49 ans à Paris, j'ai acheté ma Rolex, a fait mon défilé, tu vois. Oh, c'est beau. Ouais. Yes. Alors, on n'a pas du tout parlé des référés hygiène-sécurité. J'ai pas fait beau. C'est un outil qu'on n'utilise absolument pas. Oui. Il est trop lourd pour ce qu'on veut faire. Tu vois. Alors, quand les mecs qui font ça, tu sais qu'il faut qu'ils fassent que ça pendant 2 jours, tu vois, imagine. Oui. Donc moi je pense que c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est assez utilisé. Les situations critiques, machin, tout coup c'est qui n'a pas autre chose. Il y a des types qui sont lancés là-dedans, je les fais rien, tu vois. Parce que vraiment voilà, je dis c'est pas possible, et puis je peux pas, bon, tu fais que. Mais non, ce qui a un peu remplacé en sens facilité, c'est les arrêts de travaux. Tu vois, c'est ça. Moi j'ai lu ça comme ça. Quand on nous met ça, c'est parce qu'on sait que la Convention 80 prévoit qu'on ait la possibilité d'arrêter les travaux. Mais le référé, c'est un truc, la
en civil, quoi. Donc devant le juge, en plus le juge civil, l'administration du travail, le code du travail, l'inspecteur du travail, voilà, tu vois, hein, donc on est encore moins que le juge pénal. Donc non, moi c'est une catastrophe tout le temps. Il fallait que ça existe en arsenal parce qu'il y a des cas peut-être chez moi exceptionnellement une fois. Et j'ai des collègues, une fois, 2 fois. Mais j'ai vu, et c'était heureux, que les arrêts de travaux c'était ça, c'est-à-dire sortons de la complexité de ça, ayant un outil relativement simple à manier, tu vois, pour pouvoir très rapidement. Les arrêts de travaux, c'est sur 4 cas. Sur 4, ça a été élargi après, hein, oui. C'est pas sur tout le code du travail, mais c'est sur des choses suffisamment graves pour qu'on ait un outil, tu vois, rapide pour dire non, arrêt de travaux, terminer, machin. Et encore, il y a aussi ses vices, ses capacités, ses failles, hein, comme toutes les choses. Mais je veux dire que c'était en moi, ça avait en moins un sens qu'on puisse dire, le type arrive et il dit non, c'est pas bon, on a tout ça. Bah écoute, moi j'en ai fait qu'un dans ma carrière. En référé? Ouais. Je m'étonne pas. Et ma foi, ça a été très efficace. Ah oui, mais bon, ça m'a pris 2 jours. Ah, voilà. 3 jours. Ouais. Mais oui, bah bon, bah. Tu fais que ça. Oui, bon, quand tu fais un PV que tu sais qu'il va être classé, ça prend 2 jours. Hein. Oh, ça dépend. Oui, d'accord. Oui. Non, enfin, bon, ce qui est très bien, c'est que l'avocat du patron, il connaît rien. Et là, tu peux. Enfin, ils n'y connaissent rien. Oui. Mais donc, ça avance vite, quoi. Oui. Mais je fais l'hypothèse que les gens en face savent quelque chose. C'est peut-être pas toujours le cas. Je me dis, moi, le type, j'ai vu sur les référés du dimanche, des collègues, des pauvres collègues, qui sont lancés là-dedans, mais ils leur ont fait toutes les choses possibles. Ah oui. Voilà. C'est le juge civil. Donc, le juge civil, c'est pas comme le juge pénal à qui on dit, mais ce que je vous dis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc, moi, j'ai trouvé ça très compliqué. Je trouvais presque scandaleux que quand j'ai su arriver, s'il n'y avait que ça quasiment. Qu'on n'ait que ça, le référé, pour arrêter une situation catastrophique, importante, où il y a danger pour les gens, qui est que ça. Et donc, je dis, quand on a commencé à avoir ces arrêts de travaux, bâtiments d'abord, puis l'amiante, puis maintenant les autres qui sont réparés. Bon, enfin, un arrêt de travaux qui ne serait pas respecté par l'employeur. Oui, ça va être le cas quasiment tout le temps. Bah oui, et alors, c'est jugé 2 ans après. Oui, mais si tu veux, moi, le seul arrêt de travaux, après je me suis dégoûté de ça aussi, parce que c'est comme ça. Le seul arrêt de travaux où les mecs ont continué à travailler, j'étais chercher les gendarmes et l'employeur était en taux dans les 2 heures que c'était était en garde à vue. Voilà. Et ça, c'est déjà... Ça, c'est parce que le troc que tu as suivi. Et parce que j'avais des gendarmes avec qui j'avais des échanges réguliers, etc., qui n'étaient pas loin, et qui étaient disponibles ce jour-là, ça peut y arriver. Donc, mais après, j'ai arrêté ce genre de truc, parce qu'il y avait des cas où la plupart du temps, c'était plutôt dire, tout le monde descend, d'accord, si vous avez les protections là, vous me les mettez en place, et vous m'appelez quand vous venez voir, puis c'est même pas mon machin. Et des fois, il fallait une demi-heure, parce que c'était là, les protections, il fallait juste les mettre. Oui, non, mais... Ouais. Donc j'allais à côté, il me voyait, je fumais tranquillement ma cigarette, puis pendant ce temps, il bossait. Et après, je passais. J'étais un adjudant, tu vois. Bon, c'est bon, on peut reprendre. Bon, il y avait des tas de procédures. C'est pour ça qu'on m'a laissé des observations de l'inspecteur du travail, des avertissements, pour prendre le terme de la conseillère, sans contenu juridique défini précis. Parce qu'avec ce terme, avertissement, je peux faire beaucoup de choses. Menacer, pas menacer, te laisser une demi-heure pour le faire, Et j'ai résolu bien plus de situations comme ça que des situations bloquées, tu vois, où tu manifestes en dehors, où là, il faut venir à la grosse artillerie, et si quand c'est la grosse artillerie, c'est le référé, franchement. J'ai plus facilement obtenu des tirs disant, écoutez, c'est ça ou c'est le PV. J'ai plus obtenu ça que de me dire, je fais ceci ou je fais pas cela. Oui, mais ça marche ou ça marche pas, c'est ça vous. Ah mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais j'ai plus souvent fait marcher comme ça, tu vois, qu'en ayant recours à des projets, y compris même les arrêts de travaux. Les arrêts de travaux, si tu veux, patron, le lendemain, dès qu'il sait que tu n'es pas en train de faire le nombre de collègues qui à la fin, ils venaient vous tous me voir, goûter un point. Le nombre de collègues qui ont circulé dans mon bureau, ah ouais, mais j'ai fait l'arrêt de travaux avant-hier, et puis hier matin, c'était fait le travail, et j'ai pas vu. Ah, oui, quand tu fais un arrêt de travaux, tu es obligé de jouer au Cheyenne. Tu passes ta journée autour du truc pour savoir ce qui passe. Voilà. Tout bien. Et puis, la plupart du temps, beaucoup de cas, on va trouver une solution, l'employeur va dire, mais moi, écoutez, je suis un employeur, je ne sais pas, c'est moi qui vais monter, faire le truc. Bon, il y a des moyens de retourner. Mais je veux dire que tu as des échappatoires, c'est facile. Et surtout,
comme tu ne peux pas t'astreindre à faire 48 heures. 48 heures, le tour comme le sioux, j'appelais ça faire le sioux, tu vois. Autour de la caravane. Bon, non, la plupart du temps, effectivement, ça se fait en douce, tu vois, le travail se fait en douce. Voilà. Et j'ai par contre beaucoup regretté à une époque ce qui aurait une autre portée, que l'arrêt de travaux ne soit pas un arrêt du chantier. Tu vois la différence? Voilà. Parce que là, tu aurais eu beaucoup moins de discussions. Tu arrives sur un chantier, tu dis, c'est très grave, on arrête tout le travail sur le chantier, t'inquiète pas que ça aurait été bien plus efficace que j'arrête de travailler là. À tel endroit, etc. Sur tel poste de travail. Parce que là, tu vois, même si tu n'es pas concerné, le donneur d'ordre, le chef, il veut que le chantier avance. Tu vois, donc tu prends un peu en otage tout le monde. Et donc ça a été beaucoup plus efficace. Moi j'ai toujours regretté que ça a été limité à ça. Évidemment, ils ont toujours peur de nous filer une arme massue. Ils disent, l'inspecteur du travail. Mais si on veut être efficace, oui. Après, qu'on ne vienne pas me dire, c'est pas efficace. Si j'avais vu ça, je t'assure que le peu qui m'a laissé échapper, il ne serait pas échappé. Parce que, bon, je veux dire, je réservais souvent les arrêts de travaux formels à des grosses boîtes. Où là, le conducteur de travaux de chez lui, pour ne pas le nommer, ou de chez FH, quand il avait un arrêt de travaux sur son chantier, c'était une très mauvaise note pour lui. C'était eux que je menaçais le plus souvent. Mais bon, mais bon, la menace... Oui, enfin, c'était aussi Bouygues qui se retournait contre le sous-traitant et qui le virait du chantier ou qui lui filait les amendes. Moi, ça c'est leur affaire commerciale. S'ils font des cons, s'ils font quelque chose d'illégal. Oui, le sous-traitant, là, il meurt, le sous-traitant. Hein. S'ils font quelque chose d'illégal, je ne veux pas. Il va mourir de toute façon, tu le sais. Le sous-traitant. Il va mourir. Si c'est autre chose qu'un sous-traitant, je vais aussi le ramasser. Mais moi, je me disais, il faut taper là où est le pouvoir. Donc le pouvoir, c'est le gros de la boîte, ou le donneur d'ordre qui veut l'ouvrage. Ouais, le donneur d'ouvrage, voilà. Mais voilà rien. Voilà, on a un système merdique, bon, il existe, vous avez déjà ça. Mais c'est un système merdique qui déresponsabilise puisqu'il me responsabilise sur un chantier. Et c'est compliqué, tu dis à quelqu'un, bon, votre petite partie là, non, oui, il n'y a pas la protection, risque de chute de hauteur, le mec s'est pas arrêté la session, il arrête le chantier. Voilà, et vous pouvez continuer là. Quel sens? Donc, j'ai dit que je suis quasiment resté, nonobstant les progrès, entre guillemets, progrès de la réglementation, j'ai testé, je me suis dit, mais je suis resté quasiment à la technique de base. C'est monsieur entre les yeux devant le truc, ça va pas, on est d'accord? Vous êtes dans le bâtiment depuis combien de temps? 20 ans, quand vous savez pourquoi je vous le dis. Et maintenant, voilà, on va arranger ça, on est d'accord? Et je repasse dans 2 heures, oui. Non, je peux pas, je peux pas. PV ou pas PV? PV gentil ou pas PV gentil? Parce que vous aurez PV de toute façon. Bon, c'est un peu affreux, mais c'est par rapport à ce type d'autoritarisme, je dirais. Mais je me sentais en droit de le faire. Parce que je te dis, le texte, il dit l'inspecteur peut donner des avertissements de réveil procès verbal. Ça, c'est l'avertissement. D'une façon, je dis, monsieur, attention, c'est PV si vous faites peur. Alors ça, on ne t'apprend pas ça à l'école d'inspecteur. Je te dis que l'observation, c'est forcément un courrier écrit de Cadiz qui arrive 3-4 jours plus tard à l'entreprise ou que tu reviens par la poste. Non, c'est là, devant le truc, le patron, devant son échafaudage, il fait ça. Tu n'as jamais fait de courrier sur le chantier lui-même? Si, ça m'est arrivé, vraiment. Si tu continues à faire en catastrophe, je ne veux pas. Les arrêts de travaux, de toute façon, c'est le chantier. Mais la plupart du temps, si tu veux, je n'avais pas laissé aux gens le temps d'attendre que mon courrier arrive. Et puis celui qui ne veut pas, il ne le prendra pas. Non, moi, j'ai même fait appeler des fois le gars, votre patron, il est où? Il est sur le chantier. C'est loin, c'est à une demi-heure. On le fait venir. Je suis à une demi-heure, on va discuter du truc. Et c'est... Enfin, je me sens en droit de faire ce type de discours, ce type de petit chantage, machin, parce que on m'a laissé cette attitude, justement, de faire des observations, des avertissements. Et on n'a pas défini ce qu'est un avertissement. Alors, on est relativement fort sur les chantiers. Oui, sur les chantiers. Oui, et encore, une partie des choses qui échappent de plus en plus, parce que la chaîne de responsabilité est complètement dissolue. Tu as 10 000 mecs, tu as 10 000 sous-traitants qui... Donc chercher le responsable. Oui, tu étais plus fort parce que sur le plan du constat, c'était très facile, tu étais devant le truc. Tu vois. À l'usine, c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est plus facile de faire à l'usine. Parce que le bâtiment, je trouvais qu'ils avaient quand même une circonstance un petit peu plus compliquée que la moyenne. C'est que dans un chantier, les choses évoluent tous les jours.
Donc c'est compliqué de faire de la prévention, tu vois, d'avoir prévu tout depuis le départ. Une usine, une fois qu'elle est installée, tu vois, tu installes tous les trucs, tu vois, c'est quand même plus facile, ça ne bouge pas tous les jours. Tu vois. Et donc c'était, même dans une usine, quand tu avais un truc, ça, là, si tu veux, c'était plus compliqué au sens ou moins immédiat, mais comme constat, tu vois, et comme réaction. Mais j'ai jamais eu de difficulté importante non plus dans une usine sur un truc important. À dire au DRH, appeler le secrétaire du CHCCT qu'on discute ensemble parce qu'il y a un problème. Mais tu avais bien vu aussi que les arrêts de produits chimiques, c'était impossible à mettre en place. Pour les chimistes, c'était compliqué. Ils ont changé, je crois, depuis. C'était le fusil à deux coups, machin. Oui. Jamais eu qu'on continuait beaucoup de la chimie. Parce que je te dis, la chimie sur le marché de Rungis, tu vois, c'est plutôt des couteaux et des machines à couper la viande, tu vois. Mais oui, mais je me souviens du texte, oui, on appelait ça le fusil à deux coups. Ouais. Ça, là, voilà, là, tu as une matière à référer, peut-être, tu vois, l'usine chimique avec tel problème important mais détecté, qu'il y a un risque grave, que machin. Mais en général, dans ce type de configuration d'agroindustrie, ils savent leur intérêt. Ils font bien gaffe à leurs équipements, en général. J'avais des sucreries en Marne, dans le fond de la Marne. Je te garantis qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire, des gens qui venaient faire de la betterave, la saison, le machin, mais l'équipement, toute l'année, avec l'entretien, je ne te dis pas qu'ils faisaient gaffe, ça coûtait très cher. Ça coûte très cher. Donc tu ne fais pas le con avec ça. Donc, moi je jouais beaucoup là-dessus. Parce qu'il y avait des risques chimiques non, dans les sucreries? Pas spécifiquement, non, pas spécifiquement chimiques, mais je parlais de risques en général, si tu veux, et de l'attention que porteraient les gens à une installation industrielle qui vaut de l'argent, qui est importante. Et l'industrie chimique, c'est souvent ça, c'est souvent une installation, tu vois. Ah bah... Voilà. C'est une industrie très peu consommatrice de main-d'œuvre. Que ce soit faisin ou que ce soit gaz de lac... Ça pète que ça pète. Hein. Voilà. Et si puis tu ça veux, pollue. dans ce qu'ils ont à chercher, ils vont être plus attentifs que d'autres parce que l'équipement, et que comme l'argent va venir de la guerre, paraît-il, ils vont faire bien attention à ça. Quand tu n'as que des hommes, je veux dire, une industrie consommatrice de main-d'œuvre très relativement importante en main-d'œuvre en relation relative. Tu as les mecs, ok, je sais pas, c'est des balayeurs de rue. Bon, fais là, mais c'est ton équipement, tu as le fric de ton chef à la poche, et ça vaut des milliards, et puis là il y a un truc qui va le faire péter, moi je fais gaffe, tu vois. Moi je fais gaffe. Ouais, Là, je mets à la place du capitaliste moyen. Là. Et que même AZF et Rouen. Ah, tu sais, comment est-ce qu'on dit là, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Mais moi, ce que j'ai vu des gens qui faisaient plus particulièrement attention à l'équipement. Les hommes ne pouvaient pas crever, là, non plus, hein. Mais l'équipement, je veux dire, ça vaut tellement, c'est tellement cher, que machin, que le truc, le tuyauteur d'étape. Alors, ça étant, j'ai plus pratiqué celui sur les industries autres. J'avais de l'emballage, aussi en Marne là-bas. Pas mal de métallurgie, c'est un peu plus, c'est au niveau capitalistique. Mais pas la chimie, j'ai pas vu beaucoup. Ni là-bas, ni ici. Ici, c'est